Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. En France, la bataille électorale est engagée à fond après le discours-programme de M. Pierre Messmer hier à Provins et le réquisitoire contre la majorité de M. François Mitterrand devant la convention du Parti socialiste. À Gif-sur-Yvette, depuis 2 heures, M. Henri Kissinger et Le Ducteau sont de nouveau face à face. Incident entre étudiants cambodgiens à la cité universitaire de Paris, 1 mort et plusieurs blessés. Tels sont 3 des principaux titres de l'actualité de ce lundi. Mais il y a aussi, et c'est par là que nous allons commencer, ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans, où depuis hier soir, des forcenés, réfugiés sur le toit d'un hôtel, tirent sur les policiers et sur la foule. Il y a déjà 10 morts et une quinzaine de blessés. Tout a commencé lorsque des bandits, des Noirs, ont mis le feu dans les étages de l'hôtel. Les 3 hommes ont accueilli les pompiers à coups de feu, puis se sont réfugiés sur les toits, d'où ils ont commencé à tirer. Voici les premières images que nous avons reçues ce matin de la Nouvelle-Orléans. Dimanche, en fin de matinée, des flammes jaillissent du 8e étage de l'hôtel Howard Johnson à la Nouvelle-Orléans. Les incendiaires, 3 Noirs, armés de fusils automatiques, disposant d'un très important stock de munitions, tirent du haut de l'immeuble sur tout ce qui bouge dans les rues avoisinantes. Une fusillade très intense entre les policiers arrivés en grand nombre, ils étaient près de 500, et les bandits retranchés commencent alors. Réfugiés sur la terrasse de l'hôtel, ces derniers tuent 10 personnes et en blessent une quinzaine d'autres. Parmi les victimes se trouvent le commissaire principal adjoint de la ville, 3 autres policiers, des pompiers venus combattre l'incendie, des clients et un membre du personnel de l'hôtel. En moins d'1 heure pourtant, l'incendie qui avait gagné d'autres étages est maîtrisé, les pompiers ayant pu intervenir sous la protection de la police. Un peu plus tard, en début de soirée, un hélicoptère équipé de puissants projecteurs et à bord duquel se trouvait un tireur d'élite parvenait à survoler le bâtiment. Un des forcenés jaillissait alors d'un petit local en béton situé sur le toit de l'hôtel, c'était là le repère des tireurs, courait en zigzag sur les terrasses, faisant en même temps feu sur l'appareil. Le tireur de la police était heureusement plus rapide, le Noir était abattu. Ses complices continuaient cependant à semer la terreur dans le quartier. Détail horrible, l'hôpital où avaient été transportées les victimes se trouve précisément en face de l'hôtel. Les forcenés le prennent pour cible et leurs balles parviennent jusque dans le bâtiment. Les raisons de ce geste, qui ressemble à celui d'un groupe d'anarchistes, sont encore obscures. Les policiers de la Nouvelle-Orléans pensent pour leur part qu'ils font l'objet d'une vengeance de la part de mouvements révolutionnaires noirs, de semblables attaques s'étant déjà produites au cours des dernières années. Pour le moment, 8 heures nous séparent de la Nouvelle-Orléans, il est très tôt là-bas, rien ne semble terminé. De part et d'autre, les armes sont embusquées, prêtes à tuer. C'est pourtant la mort ou leur capture fort improbable qui mettra un terme à ce cauchemar que vit le sud des États-Unis. Voyons maintenant les affaires politiques françaises. Les spécialistes sont unanimes à le dire, la journée d'hier a marqué le vrai début de la campagne électorale. Les candidats de l'UDR sont repartis de la réunion de Provins avec sous le bras un dossier dans lequel figurent tous les thèmes qu'ils développeront au cours de la campagne contre le programme commun de l'Union de la gauche, et les militants du Parti socialiste ont quitté la Convention après avoir adopté à l'unanimité une résolution qui est un appel aux électeurs pour qu'ils rejoignent cette Union de la gauche. Mais bien sûr, Michel Péricard, le plus important a été les 2 discours prononcés à Provins par le Premier ministre et à Paris par M. Mitterrand. M. Messmer, en effet, à Provins, a donné avec vigueur le départ de la campagne de l'Union des Républicains de Progrès. Il leur a donné le départ, mais il leur a donné aussi des arguments, il a dressé un bilan, leur a donné un programme et des arguments contre leurs principaux adversaires que le Premier ministre a constamment appelés les socialo-communistes. Un programme pour les 5 prochaines années. Le mieux est encore de regarder ce qu'en disent les titres de nos confrères du matin. L'Aurore et le Figaro, par exemple, la retraite à 60 ans, les droits politiques à 19 ans, le doublement avant 5 ans du minimum vieillesse, la construction de 2000 crèches, les nationalisations des CES et CEG avant 5 ans, et à revenu égal, impôt égal. Un bilan surtout axé sur les affaires sociales et sur le visage de jeunesse et de santé que donne la France, dit le Premier ministre, en matière économique et sociale. Mais la partie la plus vigoureuse du discours de M. Messmer a été consacrée à l'analyse minutieuse et systématique du programme commun. Rien n'a été épargné. Et une phrase de M. Messmer résume bien ce qu'il appelle le catalogue de l'Union de la gauche.
Il s'agit de celle-ci, je le cite, « Il y a dans ce catalogue des réformes que nous avons déjà réalisées, des projets que nous réaliserons et des bouleversements que nous refusons. » Et on relèvera encore deux phrases de M. Messmer, « La lutte qui vient n'est pas celle de la gauche contre la droite et, s'est-il exclamé à la fin de son discours, le changement, c'est nous », au milieu de l'enthousiasme général. Tout ce discours servira donc de toile de fond à la campagne de la majorité. Chaque point sera repris, détaillé, complété. Et la présence à Provins de ministres n'appartenant pas à l'UDR, et singulièrement de M. Giscard d'Estaing, le président des Républicains indépendants, de M. Duhamel, le président du Centre démocratie et progrès, montre assez que ce discours, c'est la charte de la majorité, ou si l'on veut, de l'Union des Républicains de progrès. Mais une chose m'a frappé hier, c'est qu'un véritable débat s'est engagé par discours interposés entre la majorité et l'opposition sur le problème fondamental des institutions. M. Mitterrand, hier matin, au cours de la convention du Parti socialiste, dans son discours public, a déclaré que le président de la République a perdu le droit de se poser en défenseur des institutions car il use de trop de pouvoir. Et M. Messmer a aussi relevé dans le programme de la gauche qu'il voulait retirer la prééminence au président de la République, de qui émane actuellement le gouvernement, alors que la gauche voudrait qu'il émane de l'Assemblée, même si c'est le président de la République qui le désigne. Et c'est sans doute, je le crois, l'un des plus grands débats de la campagne qui s'ouvre que ce problème des institutions, même s'il n'est pas toujours perçu par l'opinion publique. Et l'on peut, sans être grand clair, prédire que demain, de nombreuses questions seront posées au président de la République sur ce problème des institutions. Un mot encore à propos des deux manifestations d'hier. Un communiqué ce matin de M. Hernu met en cause l'objectivité de l'ORTF et, soyons clairs, la nôtre plus particulièrement. M. Hernu voit dans les proportions accordées hier au discours de M. Messmer et à celui de M. Mitterrand une marge trop importante, une différence trop importante. Je me permettrais de m'étonner que M. Hernu ne s'en prenne qu'à la première chaîne de télévision. Sans doute n'a-t-il pas entendu les radios périphériques ou nationales et lu les journaux de ce matin. Tous ont dans les mêmes proportions, et disant cela je suis modeste car ce sont souvent dans des proportions bien plus importantes que les nôtres, donné la prééminence à la manifestation de Provins. Pourquoi? C'est extrêmement simple, elles ne sont pas de même nature. L'une était le départ de la campagne de la majorité et l'exposé de son programme, l'autre n'était qu'une convention nationale du Parti socialiste. Et lorsque la gauche a présenté son programme commun avant les vacances, nous lui avons donné l'importance que cela méritait, ainsi que tout au long des mois qui sont venus. Et l'Humanité, par exemple, qui, je le pense, n'a pas d'antipathie particulière pour M. Mitterrand, donne ce matin 9 fois plus de place aux affaires de Provins qu'à celle de M. Mitterrand. Je crois qu'il faudrait que cesse ce perpétuel procès d'intention réservé, on se demande pourquoi, aux seuls journalistes de la télévision. Ils font leur métier comme ils veulent le faire, comme ils peuvent le faire, c'est-à-dire avec honnêteté. Je voudrais, pour être honnête, ajouter que nous avons téléphoné pour nous étonner au Parti socialiste, qui nous a répondu que ce communiqué n'était pas un communiqué officiel du Parti socialiste, mais une initiative personnelle de M. Hernu. M. Henry Kissinger paraissait fatigué et beaucoup moins confiant qu'au mois de décembre quand il est descendu d'avion hier soir à Orly pour reprendre aujourd'hui la négociation avec son interlocuteur vietnamien, M. Le Ducteau. Dans la courte déclaration qu'il a faite aux journalistes, M. Kissinger s'est montré très prudent. L'envoyé spécial du président Nixon, le Dr Kissinger, était accueilli par les ambassadeurs Porter et Lam, le secrétaire d'État adjoint William Sullivan et par des personnalités de l'ambassade. M. Kissinger devait déclarer « Le président des États-Unis m'a envoyé de nouveau à Paris pour faire un nouvel effort en vue de conclure les négociations. Nous nous attendons à ce que cette fois, les entretiens soient sérieux et répondent aux aspirations des peuples du monde entier qui souhaitent que cette guerre prenne fin. En ce qui concerne les États-Unis, nous nous dévouerons à cette tâche, avec patience, bonne volonté et espoir. Et ce matin, donc, la discussion a repris entre M. Kissinger et le Ducteau. Les deux hommes et leurs conseillers se sont retrouvés dans la même villa de Gif-sur-Yvette, où ils s'étaient déjà rencontrés plusieurs fois au mois de décembre. Et Denis Poncet est sur place à Gif-sur-Yvette. Denis Poncet. Ici, à Gif-sur-Yvette, il fait très froid.
C'est peut-être ce froid qui a empêché M. Le Ducteau d'attendre Henry Kissinger au pas de la porte comme nous en avions jusqu'ici l'habitude. En effet, lorsque le conseiller de la Maison-Blanche est arrivé tout à l'heure, suivi par la meute habituelle des motards, il n'y avait personne pour l'accueillir. M. Kissinger a dû même attendre quelques instants avant que la porte ne lui soit ouverte. Il y a maintenant plus de 2 heures que les 2 hommes sont ensemble. Cette tardive rencontre permet de penser que M. Kissinger sera l'hôte à déjeuner de M. Le Ducteau. Et si cela est le cas, il est probable que les entretiens pourraient continuer tard dans la soirée. Quant à l'atmosphère de cette rencontre, il est sans doute un peu tôt pour la qualifier. Gilles sur Yvette, 24 heures sur la une, à vous Cognac G. Les pronostics sur une issue favorable à la paix ont déjà été si souvent démentis qu'il est inutile, je crois, de se demander si cette nouvelle série de rencontres a une chance d'aboutir plus ou moins rapidement. Et cela d'autant plus qu'on ne sait pas si dans leur dossier, les 2 interlocuteurs ont des propositions nouvelles à se faire. Cependant, Claude Brovelli, on peut examiner dans quelles conditions reprend exactement la discussion. Oui, des conditions qui, au demeurant, ne sont ni meilleures ni moins bonnes qu'avant les bombardements sur Hanoï et Haiphong. D'un côté, la détermination des Nord-Vietnamiens n'a pas été ébranlée par ces bombardements. De l'autre, le président Nixon est fort de l'acceptation tacite du peuple américain, ce qui lui permet de menacer de reprendre ces bombardements si les pourparlers n'aboutissent pas. Messieurs Kissinger et les Ducteau ont donc rouvert ce matin le dossier de la négociation avec comme base de travail cet accord en 9 points réalisé en octobre dernier et dont on connaît, grâce aux Nord-Vietnamiens, l'essentiel. C'est d'ailleurs le point numéro 1 de cet accord qui est le plus litigieux. Il s'agit de la réunification du Vietnam après la paix. En fait, ce sont les accords de 1954 qui reviennent sur le tapis. C'est donc visiblement un accord à long terme qui est recherché. C'est de toute évidence le plus difficile. En fait, tout se résume à cette interrogation, y a-t-il un ou 2 Vietnam? Vous avez peut-être remarqué dans nos journaux du week-end que les larges sourires d'il y a un mois avaient disparu des visages de messieurs Kissinger et les Ducteau lorsqu'ils sont revenus à Paris. Il y a un mois, il est vrai, la paix, selon tout le monde, était une question d'heure. Où va-t-on dans ce nouveau round? Combien de temps va-t-il durer? La paix est-elle au bout? Personne ne peut le dire. Et les déceptions du passé nous commandent en tout cas d'être très prudents. 5 chasseurs bombardiers américains ont attaqué par erreur la base de Da Nang au sud-Vietnam. Ils ont largué sur la base une 50aine de bombes de 250 kilos. Plusieurs dépôts de carburant ont été incendiés. Le commandement américain à Saigon déclare ne pas comprendre comment une telle erreur a pu être commise. Des incidents au pavillon du Cambodge de la cité universitaire à Paris ont fait 1 mort et 7 blessés, je vous l'ai dit tout à l'heure. 2 de ces blessés sont dans un état grave. Ces incidents ont opposé des étudiants cambodgiens, partisans et adversaires du prince Sihanouk. Ils ont commencé hier soir et ils ont repris à l'aube après une accalmie au cours de la nuit. Les étudiants se sont battus à coups de matraque, de couteaux, de barres de fer et même de sabres. Jean-Pierre Ferret a rencontré des témoins. J'ai entendu du coup très très fort au premier étage. Ouais. Nous descendons pour voir ce qui s'est passé. Nous descendons, quand nous arrivons au bas de l'escalier, il y a des gens là, plein dans le couloir du premier étage. Puis ils nous menacent de vous foutez nous la paix là, ça ne vous regarde pas. Puis il y a un gars qui vient de je sais pas où, avec un long sabre, il nous frappe. Carrément, oui, les sabres. Est-ce qu'il y a beaucoup de partisans du prince Sihanouk à la maison du Cambodge? Les partisans, oui, il y a à peu près 25% de résidents partisans du prince Sihanouk. Et 10% vraiment pour le nord, le reste c'est le marais, c'est le flottement. Est-ce qu'il y a une tension politique permanente? Est-ce qu'il y a des bagarres fréquentes? Les bagarres fréquentes, non, mais tension politique, oui. Mais surtout, c'est provoqué par les partisans du prince Sihanouk qui sont vraiment des militants et qui essayent toujours de montrer le mouvement, vraiment le dynamisme du mouvement. On s'est battu à coups de sabre et même on dit qu'il y a un coup de feu. C'est normal qu'il y ait des sabres dans les chambres des étudiants? Oh, c'est pas normal, c'est vraiment incontrôlable. La police a bouclé tout le pavillon cambodgien de la cité universitaire et d'après les quelques renseignements que nous avons eus depuis, il semble qu'effectivement l'étudiant cambodgien qui a été tué l'ait été par balle. Nouvel affrontement entre les Syriens et les Israéliens à la suite d'attaques syriennes contre des positions israéliennes sur le Golan au cours des dernières 24 heures. L'aviation israélienne a répliqué en attaquant ce matin plusieurs positions militaires syriennes et 2 bases de Fedayeen. Des avions syriens ont pris l'air pour intercepter les avions israéliens. Au cours du combat aérien,
5 avions syriens ont été abattus d'après les Israéliens. 4 habitants de Loisy-sur-Marne, près de Vitry-le-François, ont vu passer la mort de près hier. Ils étaient en voiture lorsque celle-ci a dérapé dans un virage, dévalé un talus, pour finalement s'immobiliser 5 mètres plus bas sur la voie ferrée. Tous les passagers étaient blessés et seul l'un d'entre eux, M. Tseoto, un étudiant de 20 ans, a pu se dégager. Malgré ses blessures, il a réussi à sortir du véhicule les 3 autres passagers et il était plus que temps, car quelques minutes plus tard, un train arrivait, broyait la voiture et en dispersait les débris sur 50 mètres. Il y avait des spectateurs partout, dans les couloirs, assis sur les marches d'escalier, hier soir à Bobino, pour écouter la dernière du récital de Georges Brassens. En 3 mois, c'est plus de 100 000 personnes qui ont applaudi le nouveau récital du poète de la chanson française. C'est comment une dernière? Oh, c'est comme d'habitude, enfin, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on a déjà la nostalgie, on regrette déjà de quitter un endroit où l'on s'est bien trouvé pendant 3 mois. On regrette de quitter le public, on regrette de quitter les copains du théâtre, on regrette le théâtre. Bon, qu'est-ce que vous allez faire demain soir à 9h, 9h30, 10h? Oh, demain soir à 9h, je serai vraisemblablement couché. Non, j'y penserai pas tout de suite, parce que comme on est un peu fatigué aussi, j'y penserai dans 2-3 jours. Mais il se trouve que cette année, si vous voulez, la peine sera moins dure que d'habitude, parce que je reprends très vite, je vais en Belgique tout de suite après, ce qui fait que je n'aurai pas trop le temps d'y penser. C'est la dernière, on le sait, quoi. La prochaine fois, c'est pour 8 mois. Voilà, ce n'est qu'un adieu provisoire de Georges Brassens. C'est maintenant l'heure du magazine qui est consacrée aujourd'hui à l'industrie du surgelé. Cette industrie est en pleine expansion. Jamais, paraît-il, les Français n'ont consommé autant de produits surgelés. Notre magazine d'aujourd'hui va vous donner le mode d'emploi. Les surgelés, c'est un nouvel art de vivre. C'est la table de demain, affirment les maîtresses de maison à la page. Mais encore faut-il savoir utiliser les surgelés. Il y a par exemple des choses à faire et à ne pas faire. C'est ce que vous expliquent Christiane Laperrière et André Fay. Vous savez ce que c'est qu'un produit surgelé? On ne mange jamais de surgelé. Vous savez ce que c'est que des surgelés? Oui. C'est ce qu'on a dans les machins, là, les trucs, oui, je sais. Devant les hésitations bien justifiées de certains, une définition de ce produit d'avenir est nécessaire. Il ne faut pas confondre produits surgelés et produits congelés. Le produit congelé n'est pas soumis à l'indication du qualificatif congelé, en l'état actuel des choses. Par conséquent, lorsqu'une ménagère achète un produit en état de décongélation, elle peut penser qu'il s'agit d'un produit frais alors que c'est un produit qui a déjà été congelé et vendu en état de décongélation. Le qualificatif surgelé est réglementé par un décret interministériel du 9 septembre 1964. Ce qualificatif est réservé aux produits qui se trouvaient au moment de la surgélation dans un parfait état de fraîcheur et de salubrité
qui ont été traités d'une façon industrielle, de telle façon que leur température soit portée très rapidement à moins 18 degrés à cœur, et qui ont été maintenus continuellement à cette basse température jusqu'à remise au consommateur. Vous utilisez des surgelés? Oui, Pourquoi? c'est beaucoup plus pratique, c'est plus simple. L'opération de surgélation doit être appliquée le plus tôt possible après la récolte, la pêche ou la capture. Mais dites, est-ce que le bateau il peut vendre bâbord à pied l'hiver là? Prenons par exemple l'histoire d'un poisson. À peine débarqué, il est transporté à l'usine où il est nettoyé, fileté, empaqueté et soumis à toutes les opérations de congélation. Ou alors, surgelé à bord même du bateau, il arrive directement en gros bloc à l'usine où il est débité et préparé sous forme de tranches panées pour être, mesdames, frit dans votre poêle dès que vous le désirerez. Quel est l'intérêt du poisson surgelé? L'intérêt du poisson surgelé, il y a 3 points. Premièrement, la stabilisation du produit. Deuxièmement, la possibilité de l'utiliser et de l'avoir sous la main. Troisièmement, d'avoir un produit semi-préparé, donc peu de déchets. D'où provient votre poisson surgelé? Alors le poisson surgelé provient de 3 sources principales. La meilleure qui est le bateau de pêche congélateur qui permet de congeler le poisson 2 heures après la pêche. La deuxième source, c'est le bateau arrivant à Boulogne le matin. Ce poisson-là étant débarqué est congelé au plus tard 12 heures après le débarquement. Et une troisième source nous provient des pays étrangers. La fraîcheur du produit est-elle vérifiée? Oui, pendant le déchargement du poisson, nous avons des inspecteurs vétérinaires qui longent le quai et qui examinent chaque poisson, chaque cargaison. Et ce poisson-là est soit distribué pour la consommation humaine, soit pour le poisson destiné aux sous-produits, protéines, engrais ou farine de poisson. Le temps qui s'écoule entre la récolte ou la capture du produit et la surgélation se chiffre en heures ou en fractions d'heures. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Lorsqu'on surgèle des petits pois ou des épinards, par exemple, l'usine de surgélation se trouve au milieu de la zone des cultures légumières. Au moment de la récolte, les chefs de culture se promènent dans les champs pour apprécier le degré de maturité optimal des petits pois ou des épinards en question. Lorsqu'ils décident que telle parcelle va être mise en récolte, les engins agricoles, les moissonneuses et moissonneuses-batteuses arrivent et la récolte est immédiatement transportée à l'usine de surgélation qui se trouve à proximité immédiate. Le soin apporté dans cette rapidité des délais est tel que les liaisons entre les champs et l'usine se font souvent par walkie-talkie, petits appareils radioportatifs. En ce qui concerne le maintien des qualités vitaminiques, on a observé par exemple que la perte en vitamine C de fraises surgelées entreposées sous moins 20 degrés pendant 12 mois n'était pas supérieure à la perte que subissent des fraises fraîches au bout de 24 heures. Qu'est-ce que c'est qu'un produit surgelé? Ben oui, c'est des produits qu'on vend là, dans les machins là. Vous en achetez? Les glacières, non, j'en achète pas.
Quand la ménagère doit-elle utiliser son produit surgelé? Si c'est pour une consommation immédiate, c'est d'ailleurs ce qui se présente actuellement dans la majorité des cas, il est simplement conseillé à la ménagère de terminer son marché par l'achat des produits surgelés et les placer dans un sac isotherme que voici, où le produit se maintient sans risque de décongélation pendant une durée d'environ 4 heures. Si, au contraire, la ménagère envisage une conservation de longue durée des produits surgelés qu'elle achète, il faut qu'elle prolonge chez elle cette fameuse chaîne du froid à moins 18 degrés. Et pour cela, il faut qu'elle soit équipée soit d'un congélateur domestique d'une capacité de 120 à 600 litres, soit d'un réfrigérateur conservateur 2 portes 3 étoiles, dans lequel le petit casier, d'une capacité généralement de 50 litres, permet le maintien d'une température de moins 18 degrés. Conditions de conservation. 24 heures dans le réfrigérateur, 3 jours dans le compartiment à glace et plusieurs mois seulement si vous disposez d'un casier spécial à moins 18. Si les collectivités sont les principaux clients du surgelé, ces produits sont maintenant très accessibles à la ménagère, soit en petite quantité, soit dans les magasins spécialisés qui mettent à sa disposition des paquets familiaux plus avantageux. Comment prépare-t-on les produits surgelés? En règle générale, les produits surgelés s'utilisent directement, sans décongélation. Bien sûr, quelques exceptions, par exemple les filets de poisson plats comme les limandes, le carlet, qu'il faut dégeler pour séparer avant de faire cuire à la poêle. Également tous les fruits, comme les framboises, les fraises. Et puis les pâtes à pâtisserie, pâtes feuilletées, brisées, qu'il faut bien sûr faire dégeler avant d'étaler. De toute façon, un bon conseil, suivez toujours bien le mode d'emploi qui est indiqué au dos des paquets. Un produit décongelé doit être consommé immédiatement. Il ne faut pas le recongeler parce que, au minimum, sa structure cellulaire qui avait été préservée par l'opération industrielle de surgélation sera lésée par une congélation faite au foyer dans des conditions qui ne sont pas industrielles. Et en plus, si l'on commettait l'imprudence de laisser pendant plusieurs jours ce produit décongelé et qu'on s'avise de vouloir le recongeler, on risquerait alors là des ennuis du point de vue hygiénique. Le germe pathogène n'est tué par le froid qu'à moins de 150 degrés. Alors il y a une question quand même qui nous inquiète un petit peu, c'est d'être assuré que l'on ne puisse pas mettre sur le marché un produit surgelé qui aurait été au préalable décongelé et qui, n'ayant pas été vendu, aurait été recongelé. Car à ce moment-là, on n'aurait pas les garanties nécessaires. Et l'on est en train de mettre au point ce que l'on appelle certains mouchards, dont le nom indique bien ce qu'ils représentent, c'est-à-dire certains procédés qui, à moins 6 degrés, montrent que le produit a été décongelé, en laissant, par exemple, en laissant paraître une couleur, de sorte qu'une viande qui aurait été décongelée et recongelée, grâce à ce mouchard qui aurait fondu, on aurait pu voir qu'elle aurait été déjà décongelée. Les selles qui faisaient Florès en robe de Dior et sac d'Hermès regrettent autant joli du poivre et sel et du bigoudi de ne pas avoir appris la cuisine qui retient les petits maris qui se débinent. Les selles qui font Florès en Bison Sport et Mercedes rejoindront au Cinémathèque Musidora et le fils du chef, mais regretteront pardi au temps du flashback en bigoudi de ne pas avoir appris la cuisine qui retient les petits maris qui se débinent. Les selles qui font joujou en barouge vif et Scooby-Doo à leur retour feront Florès en Cosmoscope ou Vadim Express. Puis viendra le temps mignon du poivre et sel et du mironton. Celles-là auront appris la cuisine qui retient les petits... Enfin, nous allons à la bourse, comme tous les jours. Je pense que les réunions politiques d'hier doivent faire l'objet de bien des conversations autour de la corbeille. Et peut-être même, Michel Tardieu, ont-elles une influence sur les cours aujourd'hui? Oui, bien sûr. Dans ces périodes électorales, le marché est toujours à l'écoute de ce qui se passe sur le plan politique
et il a tendance à réagir, on l'a bien vu au moment des sondages qui donnaient la progression de l'union de la gauche et qui faisait un petit peu baisser la bourse. Aujourd'hui, le marché réagit plutôt bien aux déclarations faites hier à Provins, mais vous savez, les boursiers ne sont jamais tout à fait contents. Il y en a certains qui commencent à s'inquiéter en disant que si la campagne électorale se fait à coup d'enchères sociales des deux côtés, ça finira par coûter cher. C'est vrai que les boursiers ont toujours des inquiétudes de ce côté-là. Et si on parle aujourd'hui des problèmes politiques, on parle aussi d'une décision que vient de prendre le gouvernement en ce qui concerne le nickel. En effet, le gouvernement a décidé que le mieux, ou le plus souhaitable en tout cas, serait que le groupe Inco nord-américain et la SNPA française s'associent pour travailler au nickel. La SNPA, les pétroles d'Aquitaine, sont associés déjà avec Freeport, ils sont dans le groupe SNPA Freeport, ils y sont à 51%. S'ils s'associent avec Inco, l'américain, cela signifie évidemment que la SNPA ne serait plus le maître d'œuvre dans l'opération. Alors tout le problème est de savoir si les deux groupes vont accepter. En tout cas, le gouvernement leur met le marché en main, ou ils acceptent et ils prennent des engagements très précis, ou le gouvernement ne donnera pas des droits de recherche sur le gisement de Goro qui appartenait au Bureau de recherche géologique et minière. Vous venez de voir les cours de Michelin qui se tiennent bien, pourtant Michelin vient d'avoir une assez mauvaise surprise. En effet, le gouvernement américain vient de décider de frapper de droit augmenté les pneus que Michelin fabrique dans ses usines canadiennes pour les vendre aux États-Unis. Jusqu'ici, la taxe sur le prix usine était de l'ordre de 4%. Elle est portée à 10,6% et évidemment c'est une sorte de mesure protectionniste que les Américains prennent ainsi. Il semble que le groupe français ait l'intention de faire appel, mais c'est un exemple de la tendance américaine actuelle à se défendre du mieux qu'on peut contre les importations en provenance des pays étrangers, et ça laisse mal augurer, disent les experts, des conversations qui vont se dérouler entre l'Europe et les États-Unis sur le problème précisément du protectionnisme et au contraire de la liberté commerciale. Les valeurs allemandes sont en repli, comme vous pouvez le constater sur ce tableau. On a peur en effet que la lutte contre l'inflation prenne une nouvelle dimension en Allemagne également. Parmi les informations industrielles, je voulais vous signaler aussi qu'Alstom, que vous avez vu tout à l'heure, va couper en deux sa filiale Sogrea pour partager d'un côté les opérations, les affaires qui sont purement d'engineering et de l'autre les opérations industrielles, ceci étant plus conforme à la déontologie en matière d'engineering. Sur le marché de l'or, on assiste à une certaine détente, comme vous pouvez le constater. Les cours sont en légère baisse, notamment sur les pièces qui avaient battu des records vendredi dernier. Pour terminer, une petite information industrielle aussi. Il semble que Creusot-Loire, qui travaille activement dans le domaine du nucléaire, de l'électricité nucléaire, va coopérer avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, organisme public, pour préparer plus attentivement et avec plus de chances de couvrir toutes les données du problème, les données sont nombreuses, va travailler avec le CEA pour mettre au point le réacteur de Fessenheim en Alsace. Des SICAV, c'est lundi, et je vous signale également que le Pinet était en légère hausse, bien que les pièces, elles, soient en baisse. Ici, la Bourse de Paris, à vous Claude Guillaume. Merci Michel Tardieu. Je vous ai parlé au début de ce journal de la fusillade qui a éclaté hier dans un hôtel, autour d'un hôtel à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Je viens d'avoir des informations sur lesquelles le chef de la police de la Nouvelle-Orléans avait donné ordre à ses hommes de ne plus tirer. Seuls les tireurs d'élite, s'ils ont des chances d'atteindre les deux hommes qui se trouvent encore sur les toits de l'hôtel, ont reçu ordre de continuer à tirer s'ils peuvent les atteindre. Le chef de la police de la Nouvelle-Orléans compte, semble-t-il, sur la fatigue pour arriver à capturer les deux bandits qui se trouvent sur le toit de cet hôtel. Merci de nous avoir prêté attention. Un bon après-midi.